Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Allez, chose première, chose due, j'enregistre la vidéo vraiment la seconde après que j'ai enregistré la première. C'est un peu la suite de la vidéo d'hier. Comment ça s'appelle? Le Correcteur. Le Correcteur, c'est un vidéaste qui a 2500 abonnés qui faisait une vidéo sur la misère sexuelle en expliquant que le titre c'était les premières fois la misère sexuelle des gentils, être toxique pour rester en couple. Et il nous explique dans cette vidéo qu'il a produit avec Modin Malin, voilà Modin Malin, oh 45 000 abonnés, je souffre, pour soi-disant débunker le livre de Lucille Peytavin, Le coup de la virilité. Je vous avais promis hier que on allait en parler. Je découvre la vidéo en même temps que vous, je ne l'ai absolument pas vu, j'ai même pas vu le début, je ne sais pas qui est Modin Malin, mais à mon avis ça va pas être triste. Et qui est Modin Malin? Qu'est-ce qu'il produit comme type de vidéo, Modin Malin? Alors, Modin Malin, qui es-tu? Voyage dans la France magique, on explique Bégodeau à Stéphane Edouard et à Zioclo. Oh la vache, Stéphane Edouard, Zioclo dans la même phrase, ça c'est compliqué. Hein. Pourquoi l'école fabrique des débiles? Très bien, les conseils d'un ancien combattant pour surmonter la peur. Bon, ok, aucune idée de ce qu'on va voir. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? On va juste regarder, j'ai vu qu'il y avait plusieurs chapitres là dans la vidéo, la fin des mythes, et peut-être les racines de la violence, et puis c'est tout, parce qu'on va pas se taper les 16 minutes de vidéo, ça va donner 45 minutes de commentaires. On y va. J'aimerais déjà qu'on s'attarde sur l'épigraphe du livre. Bon, c'est pas de bol, le gouvernement Elisabeth Borne est le plus cher de la Ve République. Alors, avec Lucille Peytavin, on est à fond dans l'idéologie déconstructiviste. Et dans son logiciel de pensée, la virilité serait une construction sociale qu'il faudrait à tout prix déconstruire. Non, absolument pas, c'est pas ce qu'elle dit, Lucille Peytavin. Lucille Peytavin, elle dit qu'il y a des effets secondaires de la virilité. Elle dit pas que c'est la virilité le problème en général. Elle dit que quand la virilité aboutit à des problèmes dans la société, quand la virilité, je sais pas, est à l'origine par exemple des comportements dangereux des hommes sur la route, de l'agressivité des hommes contre les femmes, que ça, on n'en a pas besoin. Je suis un petit peu surpris que tu n'aies pas lu ça ou que tu ne l'aies pas compris, Modin Malin. C'est mignon, Modin Malin. Parce qu'elle n'apporterait que du négatif, le discours post-féministe habituel. Le point de départ de Lucille Peytavin, c'est d'avoir remarqué que la plupart des comportements asociaux sont perpétrés par des hommes. Et elle estime les coûts des comportements virils à 95,2 milliards d'euros par an. Et comme elle nie toute possibilité d'une explication physiologique, naturelle ou biologique, elle va essayer de... Physiologique, naturelle ou biologiste au fait qu'on tue des gens sur la route, que ce soit les hommes qui battent leurs femmes et qui violent les enfants en France? Ouh là 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 là, où est-ce que ça va là? De tout imputer à des constructions culturelles et à des habitudes induites par l'éducation. Les hommes seraient violents et les femmes plus douces à cause de l'éducation qu'ils reçoivent. Mais le problème, c'est que tout son raisonnement est fallacieux. Même quand elle constate... Ah ouais, tout son raisonnement, carrément. Hein. Donc Lucille Peytavin, qui s'est inspiré des méthodes des sciences sociales, en particulier des sciences économiques pour écrire son ouvrage, qui nous donne en plus ses sources, ça c'est vachement intéressant, parce que Lucille Peytavin, elle nous donne ses sources, elle nous explique sa méthodologie. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que si vous voulez dire que Lucille Peytavin, ce qu'elle a fait c'est faux, vous avez toute la méthodologie qu'elle a utilisée, vous n'avez qu'à la reprendre, vous n'avez même pas ce travail de création et de construction à produire, vous reprenez exactement ce qu'elle a déjà fait, vous voyez si ça aboutit à des résultats différents, si ça aboutit à des résultats différents, c'est qu'elle a tort. Et elle a l'honnêteté de vous proposer sa méthode, de vous dire comment elle a travaillé. Et donc en fait, si Modin Malin, si jamais tu veux prouver que Lucille Peytavin a tort, tu reprends sa méthodologie, tu vois si effectivement t'aboutis à des résultats différents et tu présentes. Mais tu dis pas, moi, je sais que c'est faux, un peu comme dans la vidéo qu'on a vue hier, comme il s'appelait là, ce type-là, du correcteur, en disant, c'est évident que c'est faux, c'est évident que c'est la biologie qui fait qu'il y a de la pédocriminalité reproduite majoritairement par des hommes. Constate elle-même que 49% des femmes sont diplômées de l'enseignement supérieur contre seulement 40% des hommes, c'est du sexisme envers les femmes. Oh là là, mais non, mais pas du tout, c'est pas ça qu'elle dit. Non, là c'est de la mauvaise foi. Ce qu'elle dit, c'est que 49% des femmes, effectivement, sont diplômées du supérieur contre 40% des hommes, et que donc, c'est anormal que le salaire moyen en France et que les postes à haute responsabilité soient majoritairement détenus par les hommes. Il est là, le sexisme. Elle dit pas que « Oh, j'ai la preuve du sexisme, les femmes sont plus diplômées du supérieur que les autres. » Non, mais attendez, là on peut pas. Là, c'est pas possible. C'est-à-dire que si ça va être ça, je vous garantis, je coupe la vidéo et je débunk rien du tout, parce que là, c'est juste de la malhonnêteté, j'ai pas que ça à faire, quoi. Quand elle parle de 146 femmes tuées par leur conjoint contre 27 hommes tués par leur conjointe, elle ne fait pas la relation avec le taux de suicide beaucoup plus élevé chez les hommes et la violence psychologique exercée par les femmes. D'accord, violence psychologique par les femmes. Bon, d'accord. Pas de violence psychologique par les hommes, hein, en revanche. Taux suicide femmes-hommes. Je sais que les hommes se suicident plus que les femmes, ça c'est vrai. Donc 8000 contre 3000, donc on est sur un ratio de 2,5 quand même. 3 sur 8, à peu près 2,5.
En revanche, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le retrouver parce que je ne l'avais pas, malheureusement je ne l'avais pas préparé à l'avance, que je découvre la vidéo avec vous. Ce que je peux vous affirmer, et j'en suis absolument convaincu, c'est qu'il y a autant de tentatives de suicide chez les femmes et que chez les hommes, mais que les hommes utilisent des moyens qui sont plus radicaux, les armes à feu en particulier. Et qu'en réalité, du coup, rapporté au taux de suicide, certes, les hommes se suicident plus que les femmes, mais les taux de suicide sont à peu près similaires. La violence psychologique que les femmes perpétuent d'après lui, j'aimerais bien qu'il en donne des exemples, qu'il l'explique. Parce que pour le coup, quand on regarde un petit peu les travaux qui sont faits en psychologie, les pervers narcissiques, ça existe, n'en déplaise aux personnes qui voudraient dire que ça n'existe pas, c'est un truc qui est quand même majoritairement masculin. Donc les violences psychologiques ne sont pas appliquées par les femmes de façon majoritaire, mais pour ça, il faut sourcer une affirmation telle qu'il est en train de le dire là, pour dire c'est les femmes qui exercent la violence psychologique, et les hommes tentent plus de se suicider que les femmes. Non, les taux de suicide sont à peu près similaires, les suicides réussis, effectivement, ont l'air plus réussis chez les hommes. Et pour trouver des explications à toutes ces inégalités hommes-femmes, elle va remonter au temps des cavernes. Selon elle, cette interprétation selon laquelle nos ancêtres du temps des cavernes avaient des activités genrées viendrait des préjugés des historiens du XXe siècle. Je cite, « Ne sachant pas qui utilisait les pierres taillées, par exemple, ils en ont conclu qu'elles servaient d'armes aux hommes et d'outils destinés aux femmes pour de menus travaux. » Absolument, et d'ailleurs, cette théorie-là, elle est prouvée assez régulièrement, encore et encore, où par exemple, on s'aperçoit des centaines d'années après, que des squelettes qu'on avait retrouvés de vikings, en fait, étaient des squelettes de femmes, et que c'était pas très difficile de le voir, parce que vous savez, la morphologie des femmes et des hommes, très différente. Et sauf que, en fait, à l'époque, on avait déjà ces connaissances-là, on les connaissait, les différences anatomo-physiologiques entre les femmes et les hommes. En fait, on était parti du principe que si on avait un squelette enterré avec une couronne, par exemple, c'était forcément un homme. Et avec le temps, on s'est dit, mais attends, ce serait bien qu'on aille vérifier quand même si c'était réellement un homme, ou si c'était pas des femmes. Et en vérifiant, on s'est dit, ah bah merde, en fait, il y en avait quand même pas mal qui étaient des chefs vikings, des femmes, parce qu'on avait des préjugés, justement, sur leur sexe. En gros, ils auraient projeté les schémas d'organisation sociale de leur époque sur les sociétés préhistoriques. Et ce qu'il y a de formidablement ironique là-dedans, c'est qu'elle semble ne même pas avoir conscience que ce qu'elle fait, c'est précisément de réinterpréter l'histoire au travers de son idéologie post-féministe. Elle évoque aussi un idéologie post-féministe. En fait, c'est vachement malin de dire ça de la part des hommes, parce que ça sous-entend que, non mais on est quand même pro-féministe. Mais des féministes d'avant, vous voyez, celles qui nous ont pas emmerdés parce qu'elles existaient avant qu'on soit nés, quoi. Vous voyez, c'est ça l'intérêt de dire post-féministe, c'est vraiment de dire, moi j'ai un profond respect pour les féministes d'avant qui se sont battus pour leurs droits, mais pas les néo-féministes d'aujourd'hui qui osent se battre parce qu'elles n'ont pas envie qu'on les viole. Basculement entre les rapports hommes-femmes qui se seraient opérés au néolithique lorsque les populations se sont sédentarisées. Alors le montage il est nul, par contre le renard il est tout mignon. Cite, avec cette organisation de la société se crée une nouvelle division des rôles dans le travail qui instaure une distinction et une hiérarchie plus nette des sphères masculines et féminines, mais aussi de l'espace domestique et de l'espace public. Ouais, et ça avait été prolongé d'ailleurs, cette théorie qui est pas nouvelle. Elle avait été prolongée par Silvia Federici dans Le capitalisme patriarcal, je crois, où elle expliquait que l'apparition de l'électroménager avait encore plus renforcé en fait ce truc-là. Elle en fait la même analyse, Silvia Federici, à savoir qu'effectivement ces rôles stéréotypes sociaux, ils ont toujours existé, qu'ils ont été imposés par les hommes avec le temps, avec une réécriture historique, en disant à partir du moment où l'électroménager est rentré dans les maisons, ça a créé le rôle stéréotypé, sexiste de la ménagère. Voilà. Donc oui, effectivement, donc là, il cite des trucs sans s'apercevoir qu'en fait, ça va à l'encontre quelque part de ce qu'il dit. Mais je pense que Silvia Federici, il a jamais lu Lucile Peytavin, il l'a lu en diagonale, quoi. La notion de virilité prend alors corps à la fin du néolithique. Elle va jusqu'à dire que le gabarit des femmes serait plus petit parce que les hommes les privaient de nourriture en leur faisant subir des violences. En fait, c'est pas ça qu'elle dit que ça fait partie des hypothèses possibles. Ce qu'elle dit, c'est que, à Nantes, c'est pas elle qui dit ça, pardon, je confonds avec une autre autrice, je l'ai pas en tête, ça me reviendra, je vous mettrai dans les commentaires dès que je l'aurai. C'est que l'une des explications potentielles des différences de morphologie entre les femmes et les hommes, ce serait ça. Ce serait l'inégale répartition, par exemple, de la nourriture, ou alors le fait que les femmes, on les ait éloignées des trucs physiques assez rapidement, et que du coup, la sélection naturelle faisant, les hommes cherchent des femmes qui correspondent à ces critères-là, donc la sélection naturelle sélectionne des caractéristiques qui correspondent à ça, et que ça pourrait expliquer. C'est une hypothèse, c'est pas affirmé comme étant une réalité stricte. Et Lucile Peytavin le formule aussi comme une hypothèse d'ailleurs.
une théorie farfelue qui a largement été démentie depuis. Ensuite, dans ses tentatives de chercher des réponses culturelles à l'agressivité masculine, elle va tenter de nier la part biologique en minimisant l'impact de la testostérone. Très intéressant. Donc en fait, l'impact de la testostérone, donc ça je connais bien la question, il est très difficile à évaluer. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez par exemple des études que je pourrais vous mettre. On avait fait une vidéo là-dessus il y a au moins 1 an et demi, qui sont très contradictoires. Vous avez des études qui disent qu'effectivement, plus le taux de testostérone est élevé et plus il va y avoir des comportements violents de la part des hommes, d'autres qui marquent qu'il n'y a absolument aucun rapport, et d'autres qui vont dire l'inverse. Qui vont dire par exemple qu'on a trouvé chez les agresseurs sexuels des taux de testostérone anormalement bas par rapport à la moyenne. Donc il semblerait que ce soit plus compliqué que ça, que le rôle de la testostérone dans la façon dont les hommes se comportent soit un petit peu plus compliqué que ça. Maintenant, de deux choses l'une. Mettons que la testostérone pousse au comportement, on va dire, colérique, par exemple. Théoriquement, quand on est une personne normale, quand on est un homme, quand on est un vrai homme, là j'entends, si on se sent en colère, eh ben on ne franchit pas l'étape de la violence. Parce que la colère et la violence, ça n'a rien à voir. La colère, c'est une émotion qui est saine. La violence, c'est pas une émotion. D'accord ? La violence, c'est une démonstration, pour le coup, de domination, dans laquelle on va objectiver l'autre. Quand on se rend violent à l'encontre de quelqu'un, en fait, on nie l'humanité de cette personne-là. Et ça, nier l'humanité de cette personne-là, c'est faire preuve d'un manque d'empathie. Ça n'a rien à voir avec la testostérone. Mettons que la testostérone soit à l'origine de comportements, on va dire, plus extravertis, peut-être, qui pourraient pousser à la virilité des hommes. Et ben en fait, ça ne justifie pas la violence. Parce que pour être violent, il faut déshumaniser la personne avec laquelle on va être violente. Après tout, les femmes en produisent aussi, 8 à 10 fois moins, mais effectivement, elles en produisent aussi. Et en prétextant que, je cite, la sécrétion de l'hormone peut être autant associée à des comportements agressifs qu'à des comportements altruistes. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'en fait, le rôle de la testostérone, je me souvenais pas qu'elle en parlait, Lucille Peytavin, il est un peu complexe, quoi. Il est plus complexe que ce qu'on imagine. Et justement, on aurait bien aimé qu'elle nous parle de ses comportements altruistes et positifs. Oh, mais ça c'est la critique qui est toujours faite. Mais Lucille Peytavin, elle dit pas que les hommes ne font rien de bon dans la société. C'est pas du tout ce qu'elle dit dans son ouvrage, à aucun moment. Elle dit qu'en revanche, les côtés négatifs de la virilité coûtent. Elle est pas c'est pas un pamphlet contre les hommes, le coup de la virilité, là, mot d'un malin. Mais tu peux pas volontairement être aussi idiot que ça pour ne pas le comprendre. À aucun moment elle dit les hommes ne sont pas bénéfiques pour la société. Et ce qu'elle dit, c'est que les comportements virils toxiques sont coûteux. Et que c'est ça contre lequel il faut lutter. Mais personne n'est en train de déclarer une guerre aux hommes, là. Il faut souffler un coup, hein. Pour appuyer son hypothèse, selon laquelle les différences entre hommes et femmes seraient exclusivement ou quasi exclusivement dues à des constructions sociales, elle va aussi employer l'argument de la plasticité cérébrale, qui est donc la capacité du cerveau à moduler. Excusez-moi, c'est la première fois que je filme sur cette chaîne, mais je me sens en colère là en fait. Là ça m'agace et je me sens un peu stressé là par ce que j'entends. Parce qu'en fait c'est pas du tout un débunkage en fait. En fait c'est simplement un mec qui vient balancer ses idées reçues, préconçues, qui ne valent absolument rien pour démonter le travail d'une chercheuse qui est absolument remarquable et que je vous recommande recommande encore une fois. Ça va faire la 15e fois que je cite le coup de la virilité dans mes vidéos. Et vraiment ça me fout en rogne là. Et remodeler ses connexions en fonction de l'environnement et des expériences vécues. C'est cette capacité qui permet l'apprentissage notamment. Lorsque vous apprenez à jouer du piano par exemple, à long terme, vous allez modifier vos connexions neuronales. Je cite, « Lorsque les bébés naissent, seulement 10% de leurs connexions cérébrales sont faites. Et selon elle, la différence entre garçons et filles se construirait socialement dès le plus jeune âge, même à un niveau inconscient. » Pour appuyer sa démonstration. Oui, absolument. On sait que dès l'instant, ça on a des papiers qui nous parlent de ça, où les parents connaissent le sexe de l'enfant, déjà il y a un début d'éducation genrée ou non genrée, on le sait. Et on sait par exemple que les mamans ont un peu plus peur quand elles ont l'impression qu'un garçon a un petit peu moins tété que quand c'est une fille. Elles ont l'impression que le garçon va avoir plus de besoins nutritionnels. Et tout ça, ça peut expliquer pas mal de choses aussi. Donc en fait, encore une fois, il donne des pistes de réflexion qui sont des pistes de réflexion qui vont à l'encontre de ce qu'il essaye de dire parce qu'il comprend pas ce dont il parle. Démonstration, elle fait quelque chose que les féministes font souvent, c'est-à-dire prendre des exemples de sociétés matriarcales. Ici, elle prend le cas de plusieurs peuples de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les Arapèches, chez qui l'homme idéal est très doux. Parce que je suis qui ? Les Mundugumors. Foutez la paix à Messia. Où les deux sexes sont également agressifs, et les Chamboulis, chez qui la femme est dominante et chez qui la couture, par exemple, est une occupation d'homme. C'est-à-dire qu'elle prend systématiquement, comme beaucoup de féministes, des exemples de sociétés qui sont restées assez primitives. Des sociétés... Oh, la vache, non mais ça va, hein, le colonialisme, on en a fini avec ça, quoi. Donc en fait, il choisit de le voir sous l'angle colonialiste, il choisit pas de le voir sous l'angle argumentatif. Mais sous l'angle argumentatif, c'est très intéressant de se dire qu'effectivement, dans des tribus, il n'y a pas de différence entre les morphologies des femmes et des hommes, que les femmes sont parfois même un peu plus costauds parce qu'elles n'ont pas les mêmes rôles que les hommes. Et ben voilà, c'est QFD. Son hypothèse, elle est
potentiellement vrai, du coup. Mais lui, il décide de le voir sous l'angle des peuples primitifs. Enfin, pour qui il se prend, quoi? Sociétés qui se sont très peu développées. Et ce qu'il y a d'amusant ici, c'est que... Mais c'est pas parce qu'elles n'ont pas développé l'électricité, l'énergie nucléaire et qu'elles vont pas dans l'espace qu'elles se sont pas développées. Enfin, on pourrait dire la même chose des Mayas, des Aztèques, des Égyptiens, quoi. Tous les exemples de sociétés matriarcales qu'elle donne sont des exemples de sociétés très peu évoluées. Et à chaque fois qu'une féministe sort cet argument, c'est un énorme but contre son camp. En tout cas, pour elle, les tribus sont la preuve que l'agressivité masculine trouverait ses origines dans l'éducation. Sans que ce soit une preuve formelle, c'est quand même un exemple qui nous permet de nous poser au moins la question. À minima. Lucille parle de nombreuses expériences qui ont confirmé qu'il y a bien une différence d'éducation, mais ne parle jamais de celles qui ont essayé de défaire cette éducation. Lucille critique le fait que les parents, je cite, valorisent les garçons sur leur courage, force, rapidité, aptitude à gagner, intelligence et leur résistance à la douleur. Mais c'est précisément ce genre d'éducation qui donne les hommes qu'elle désire. Lucille, comme toutes les féministes, voudrait déconstruire l'homme, mais les femmes ne désirent fonder des familles qu'avec les hommes virils et des... Waouh, ok, donc flashback avec la vidéo d'hier. Comment tu peux penser que ça c'est faux? Donc là c'est pas le même narrateur, donc j'imagine que c'est le correcteur là qui parle. Comment tu peux penser que c'est faux ce que tu décris là? On dit pas aux garçons, un petit garçon ça pleure pas par hasard? C'est pas des bêtises qu'on peut entendre, ce genre de choses? C'est fou ça. Donc non, elle cherche pas à déconstruire les hommes, elle cherche à déconstruire les principes de la virilité qui sont nocifs pour la société. Comment peut-on s'opposer à ça? Détestent les hommes qu'elles ont elles-mêmes déconstruits par idéologie. Féministes et hétéros, enfin c'est une énorme galère quoi. Et une énorme galère partagée, c'est-à-dire que là, le cerveau reptilien a emmagasiné des fantasmes totalement androcentrés et patriarcaux qui ne vont pas avec mon réel plaisir. Mais je vais moi-même être attirée par un homme plus grand, plus fort et plus riche que moi, alors que c'est pas forcément cette personne qui va me rendre heureuse. Ah bah tiens, ça vous emmerde ça, qu'une féministe, il va même pas relever je pense, qu'une féministe dise que ce qui l'intéresse c'est pas un homme plus beau et plus riche qu'elle, et plus costaud et plus riche qu'elle. Qu'est-ce qu'il va en dire de ça? Sûrement rien. Tu vois. Il faudra mettre fin à cette dissonance cognitive, et pour cela, je vous renvoie aux études sur la triade noire. On ne peut pas donner cette éducation masculine aux filles, car elles en seront plus tard lésées dans une compétition masculine qui n'est pas à leur avantage. Oui, c'est ça, c'est précisément ça, c'est-à-dire qu'en fait, il est en train de justifier la mise à l'écart des femmes dans les trucs de la société, avec des théories psychanalytiques merdiques qui, à mon avis, ont été démontées 1 milliard de fois, j'ai la flemme de faire des recherches là-dessus. Je le ferai probablement, la triade noire, je vais me garder ça dans un coin de ma tête. Et dont elles souffriront, comme les nombreux hommes célibataires féminisés qui n'auront jamais d'autre place dans le cœur des femmes que celle du meilleur ami gay. Oh là là, l'homophobe, oh là là, c'est catastrophique. Mais tout va bien pour nous, hein, les hommes féminisés comme vous dites, hein, on s'en sort très très bien. Hein. On est dans des couples qui sont épanouis, on est dans des belles relations amoureuses, tout va bien pour nous. Rassurez-vous, vous êtes dans le faux, hein, je vous le dis, hein, monsieur correcteur. Je continue avec les citations. Pendant l'adolescence, les garçons poursuivent l'initiation à la virilité, l'escalade de la violence pour divers affronts est rapidement franchie. Imputons donc toujours la violence aux hommes, mais c'est justement parce qu'il y a risque d'escalade de la violence que les hommes apprennent ensuite à se tenir et à être respectueux. Là où... Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est parce qu'en fait, on est violent parce qu'il y a de la violence. Donc en fait, voilà, il faut qu'on se prépare à être dans des situations de violence en réagissant par la violence. Je n'ai jamais eu d'acte violent ici, une fois. Il y avait un mec qui s'appelait Mathieu qui a jeté mon sac quand j'étais au collège dans une pente, je lui ai mis un coup de pied. Voilà, c'est tout. Mais en fait, on n'est pas menacés là les mecs, hein. On est en pleine crise de masculinité là. On est dans ce concept fumeux de la crise de masculinité, on est en compétition avec les hommes, donc voilà, on pourrait être violenté à tout moment par des hommes qui veulent convoiter nos copines qui sont S+, en grade, donc il faut absolument qu'on apprenne nous-mêmes à être violents pour pouvoir les conserver, et de toute façon les femmes elles cherchent que ça, des mecs violents. Pouah, la vache, les discours incel. Où les femmes sont insupportables entre elles car il n'y a pas de limites physiques qui leur ont été imposées. Les femmes sont insupportables entre elles, oh la vache, la vision des femmes. Waouh. Ah là, le degré de haine des femmes de ce mec est assez effrayant. C'est aussi notamment pour cela que l'on constate que les couples lesbiens sont statistiquement plus violents que les couples hétéros. Lucille Vance. Non mais, source, les couples lesbiens sont plus violents, mais je veux voir ça, qu'il existe de la violence dans absolument tous les couples, que ce soit les couples lesbiens, que ce soit les couples homosexuels, que ce soit les couples avec des trans, que ce soit des couples avec des hétéros. Moi je veux bien croire que la violence existe absolument partout, mais qu'est-ce que ça prouve? Ensuite prendre l'exemple des films de super-héros où les hommes sont les plus violents, et que cela pousserait les jeunes hommes à s'identifier à ces héros et à devenir violents à leur tour également. Sans préciser que cette violence est bénéfique et toujours orientée vers le méchant du film. Je vais faire un parallèle avec... Mais non. Oh là là, avec un Hitler en plus. Alors là, on est au point Godwin.
Mais non, le problème des films de la représentation masculine, c'est pas du tout ça. Le problème, c'est de laisser sous-entendre que la violence puisse être la solution adéquate à nos problèmes. Et deuxièmement, c'est leur rapport aux femmes. C'est ça qu'on dénonce. Je veux dire, vous prenez les James Bond, les premiers où ils mettaient des mains au cul à toutes les femmes, on appelle ça des agressions sexuelles, hein, nous vous en déplaise. Ou on prend des films dans lesquels les violences masculines sont romantisées. Il est là le problème, en fait. Il est pas du tout dans le fait que dans les films de super-héros, Superman, il ait des lasers qui tirent par les yeux. Ça pousse pas les hommes à vouloir développer leur capacité d'avoir des lasers qui tirent par les yeux. Avec la réalité, mais si les héros de notre monde étaient des femmes et des hommes déconstruits, on serait encore sous domination nazie de nos jours. Lucille. Wow. Si jamais les hommes étaient déconstruits, on serait sous domination nazie. Qu'est-ce qui sous-entend par là? Que la majorité des hommes, c'est des soldats? Pardon, la majorité des soldats, c'est des hommes? Qu'est-ce que c'est bête, punaise. Parce que du coup, le nazisme, en fait, c'était pas le fait des hommes. C'est pas des hommes qui ont plongé l'Europe dans cette crise. Hein. On a eu 70 ans de guerre contre l'Allemagne, entre la Prusse et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais ça, c'est pas la faute des hommes. S'il continue, les garçons s'identifient aux héros brutaux lorsque la femme ne sert que de trophée, de faire valoir. Absolument. Effectivement, c'est le cas. Parce que c'est aussi comme cela dans la réalité, parce que les femmes ne tournent qu'autour de héros et pas autour d'hommes déconstruits. Oh, mais déjà, ça c'est faux, mais en plus, du coup, c'est comme ça dans la réalité, les femmes sont des trophées pour les hommes violents. C'est ça votre conception des femmes, mais très sincèrement, je plains énormément vos compagnes, si jamais vous en avez vu dans la vie, je me permets d'en douter. Là encore, je vous renvoie aux études sur la triade noire, ou encore au succès planétaire. Bon, d'accord, ok. J'ai compris. Alors, la triade noire est un test de personnalité, déjà ça commence bien, qui définit les traits socialement indésirables du narcissisme, du machiavélisme et de la psychopathie. Oh la vache! Le test de la triade noire est souvent utilisé par la police et les tribunaux dans les services psychiatriques lors des évaluations et même dans les grandes entreprises. Des études ont montré que les gens ayant un score élevé au test de la triade noire sont plus susceptibles de commettre des crimes ou d'avoir des problèmes légaux. Il n'y a pas écrit d'avoir des femmes. Hein. Ils sont plus susceptibles de provoquer une détresse sociale chez leurs amis ou de créer des problèmes sur leur lieu de travail. Bon, bah je suis content d'avoir regardé ça. Et donc en fait c'est par rapport à ça que tu affirmes... Que tu affirmes quoi? Que du coup c'est ça que recherchent les femmes? Oh la vache! Planétaire de 50 nuances degrés qui a réalisé son succès quasiment uniquement avec une moitié de la population, c'est-à-dire les femmes. Je cite à nouveau. Des chercheurs ont relevé une violence systémique de la part des garçons sur les faibles, les petits, les timides, les gros, les homosexuels et les bons élèves. Mais Lucille n'aborde jamais le fait que ces mêmes élèves subissent la pire des violences de la part des filles, l'ignorance et l'indifférence. Ah, la pire des violences, c'est qu'une fille ne veuille pas sortir avec nous. Ah ouais, c'est ça. C'est pas du tout le harcèlement que certains mecs ou certaines filles subissent à l'école. Et encore une fois, c'est pas le sujet du livre. Punaise, je vais m'en griller une de cigarette là si ça continue comme ça. Le sujet du livre, c'est d'étudier les comportements toxiques de la masculinité. C'est juste ça, le sujet du livre. Ah oui, mais Lucille Peytavin, elle n'a pas examiné le fait que quand j'avais 14 ans au collège, Delphine, elle avait pas voulu sortir avec moi parce qu'elle a trouvé que je prenais pas assez de douche. Oh la vache! Le modèle utopiste de Lucille de suppression de la virilité se heurte toujours à la réalité de l'attirance féminine pour cette même virilité. Lucille va parler ensuite des violences faites aux femmes en utilisant uniquement les chiffres qui l'arrangent, c'est-à-dire les violences dans les couples hétéros. Si cette violence est majoritaire, ce n'est pas parce que les hommes sont plus violents, mais parce que les femmes sont physiquement plus faibles. Oui, c'est ça, voilà. En fait, s'il y a de la violence dans les couples, c'est pas parce que les hommes sont violents, c'est parce que les femmes sont plus faibles. Mais ça n'a rien à voir. Comme les femmes sont plus faibles, bon bah voilà, on leur met une petite baffe comme ça, mais c'est pas parce qu'on est violent, c'est parce qu'elles sont faibles. Oh, punaise. Oh là 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 là. Non, mais c'est pas une cigarette là qu'il me faut. Hein. Ah non, mais si ça continue comme ça, je vais devoir plonger dans la drogue. Hein. Cela ne traduit en rien le fait que l'un ou l'autre soit plus mauvais d'une part, et d'autre part, je reviens sur mon précédent exemple, les couples lesbiens sont les plus violents. Alors. Oh, mais on sait même pas d'où ça vient. Il y a même pas le journal, quoi. Qu'est-ce que ça dit? Étant donné que la majorité des violences domestiques se focalisent sur les relations hétérosexuelles, des membres de la communauté LGBT ont pointé du doigt la violence dans leur propre mouvement. Cependant, quelques études, des récentes études, montrent que les personnes de la communauté LGBTQ sont victimes de violences domestiques au même degré, ou parfois à des taux supérieurs comparés aux hétérosexuels. Bon, au même degré ou supérieur, bah, j'aimerais bien le lire, ça. Hein. Lucille pointe également du doigt les violences sexuelles des hommes sur les femmes en omettant une fois de plus que ce sont majoritairement les femmes qui réclament cela. Je rappelle... Wow, les femmes réclament d'être violées. Oh la vache. Oh là 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 là. Ah non, mais alors là... Les femmes réclament les violences sexuelles. Oh punaise.
L'étude sur la triade noire, le succès de 50 nuances degrés et les stats sur les recherches Pornhub par genre. Page 86, je lis « Les hommes n'ont pas davantage de besoins sexuels que les femmes, il s'agit d'un mythe. » Je vais pour ma part rappeler des vérités simples que Lucille a évoquées juste avant cela. Les filles ont leur premier rapport à 15 ans, ce sont des choses très faciles. Bah il est passé où l'étude? 17,6 ans? C'est devenu 15 ans? Il n'y a même pas le chiffre 5 là-dedans? Et bah alors? Oh bah dans ce cas-là on invente, hein. Dans ce cas-là on invente. Bah inventons tout. Inventons absolument tout. Les femmes ont en moyenne 141 rapports sexuels avant leurs 14 ans et les hommes n'en ont aucun avant 38 ans. On invente tout ce qu'on veut hein, dans ce cas-là. Hein. D'accès pour elles, extrêmement commun et donc sans valeur. Là où la très grande majorité des hommes vivent dans la misère sexuelle, générant énormément de frustration et de sentiments désabusés par rapport à une éducation mensongère à la Disney ou à la petite maison dans la prairie qui vient... Ah bah merde, on est d'accord sur un point, c'est que l'éducation proposée par Disney elle est pas bonne. Ah mince, ça me fait mal d'être d'accord sur un point. Se heurter à l'hypergamie féminine, générant de la rancœur et des hommes aigris. C'est tout à fait normal quand on sait que les femmes condamnent les prolétaires au célibat éternel. En effet... Oh là là. Les femmes condamnent les prolétaires au célibat éternel. Oh. Quand on sait en plus que bah, c'est justement dans ces couples-là qu'il y a le plus d'enfants, hein, par rapport aux familles aisées, tu te dis mais dans quel monde vous vivez pour raconter de telles bêtises, de telles absurdités? Les femmes ne sont en couple qu'avec les hommes qui gagnent en moyenne 40% de plus qu'elles. Lucille finit par s'en... J'ai pas de source. Allez, je rigole, croyez-moi, c'est nerveux. Je bouillonne de colère de l'intérieur. Oh, je bouillonne de colère, c'est nerveux là. Hein. Sortir enfin que les hommes se suicident 3 à 4 fois plus que les femmes. Mais c'est précisément parce que la pression d'être à la hauteur est masculine et pas féminine. Ok, bon ça suffit, j'arrête. J'arrête. Pression d'être à la hauteur masculine, pas féminine, bon j'arrête. C'est un tissu de théories fumeuses incel. On arrête là. Je suis désolé Lucille Pétavin, je vais pourvu que vous tombiez pas sur ce genre de vidéo. Écoutez, prenez soin de vous, éloignez ce genre de contenu à tout prix de vos yeux, ramenez les hommes à la réalité parce que là c'est quand même grave. Allez, j'arrête là, salut.